La Juventus, West Ham, Liverpool, l'AC Milan, l'OM, le Bayern, Dortmund, l'Ajax, le LOSC. Bon, j'ai plus de souffle, donc je m'arrête là. Mais juste en faisant cette petite liste, tu comprends que cet été, de nombreux clubs sont en fin de cycle. Le marché des entraîneurs européens va de nouveau bouger massivement, et si quelques noms commencent déjà à faire du bruit, très vite en regardant la situation, tu comprends que le dossier principal, le point central de chamboulement jusqu'à maintenant, c'était comme d'habitude la Première Ligue avec Liverpool. Jürgen Klopp, après quasiment une décennie à la tête des Reds, va tirer sa révérence, et si la fin d'une ère aussi impressionnante que celle de l'Allemand mérite plus qu'une simple petite phrase, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour le remplacer, les propriétaires ont donc décidé de sortir la même liste de points important que celle utilisée pour identifier Klopp à l'époque, et très vite les dirigeants ont compris que la tâche sera compliquée. Parmi les noms cités, Xabi Alonso est évidemment celui que la masse a voulu voir absolument. Lui aussi mériterait une vidéo, mais après avoir compris que l'Espagnol ne viendrait pas, les dirigeants se sont tournés vers une autre solution moins évidente. Un profil un peu similaire dans une ligue moins réputée, le coach du Sporting Portugal, Ruben Amorim. Si tu regardes cette chaîne depuis quelques temps, tu sais que je suis un grand admirateur du coach portugais. À 39 ans, Amorim est l'un des coachs les plus prometteur en dehors des ligues du top 5. Sa seconde carrière après celle de joueur est assez atypique, et si on voulait un petit point de comparaison, on pourrait utiliser celle de Will Steele en France. Passé par Casa Pia en D3 portugaise, il a fini par partir au bord de la montée en D2, puisque financièrement, il était un frein pour le club, et pour d'autres problèmes aussi. Récupéré par Braga qui l'installe en tant que coach de son équipe B, les performances et résultats de l'équipe A ne correspondent pas aux attentes, une place se libère et Amorim se voit offrir l'opportunité d'entraîner son premier club en première division portugaise. En à peine 6 mois, il est considéré comme l'un des meilleurs coachs du pays. Et en pleine fin de saison, le Sporting posera une bonne grosse clé sur la table pour récupérer celui qui prendra la tête du 3e club du pays. Depuis, Amorim est devenu champion, il a apporté 3 trophées à son club, il a écrit une belle page de l'histoire, et chaque été son nom est lié à un top club. Bon, ça c'est un résumé vulgaire, si t'as pas le temps tu peux t'arrêter là, de toute façon. Mais rien qu'avec ça, tu as une petite idée de la carrière du bonhomme. Maintenant, malgré ses exploits, malgré ses réussites, son profil n'est pas trop mis en valeur en France, et tu sens que peu en Europe comprennent le phénomène qu'il est. Ce qu'il faut intégrer, c'est que sa carrière n'a été qu'un enchaînement de bons en avant très rapide. Tellement rapide que jusqu'à sa seconde année au Sporting, il n'avait pas les diplômes nécessaires pour coacher. Si pour son premier passage en tant que coach, il réussit à faire parler un peu de lui en aidant grandement un club de D3, c'est son passage à Braga qui met une lumière immense sur son travail. Dès le premier match, il inflige un 7-1 historique, qui d'entrée annonce la couleur du typhon qui va tout bouleverser au Portugal. En 3 mois à la tête de Braga, il permet au 10e du championnat de prendre une place sur le podium. Il remporte son premier trophée dans une équipe pas habituée à en gagner, il tabasse les Porto, Benfica et le Sporting, à qui il vole la 3e place, et il permet à des David Carmo, Palhinha et Trincao, ou même Ricardo Horta de totalement éclore au point de dominer le championnat. En 3 petits mois, Amorim a transformé en club, il leur a offert une remontée exceptionnelle, une domination nationale, un premier trophée, des joueurs bankable, et tout ça sans aucune défaite, et avec un seul match nul. En 3 petits mois donc, Ruben vient de mettre une énorme claque au football portugais, un très jeune coach sans réelle expérience, sans diplôme qui domine tout le championnat, et qui fait énormément parler de lui. Malheureusement pour Braga, 2 choses viennent mettre fin à l'idylle. D'abord le Covid, qui force la fédération à mettre une pause au championnat. Pendant un mois, aucun match de Liga NOS n'aura lieu, et cette période creuse, assez vide, va donner des idées à quelques clubs qui vont commencer à tenter de convaincre Amorim de les rejoindre lors de la prochaine saison. Mais parmi ces clubs, il y en a un qui vient de connaître une saison compliquée, représenté par un dirigeant audacieux qui n'hésite pas à prendre d'énormes risques pour tenter de reverser la vapeur, le Sporting de Federico Varandas, qui est en crise. Le coach en place ne convainc pas, l'instabilité interne menace le futur d'un club qui vient de perdre la place qualificative en Europe, puisque Braga leur a volé, et c'est à ce moment-là que le dirigeant assez critiqué du Sporting va tenter un coup de poker incroyable. Au lieu de miser sur des joueurs, il décide de mettre 10 millions sur la table pour taper la clause libératoire de Ruben et récupérer le coach le plus prometteur du pays. Un coup absolument impensable pour un club avec des finances compliquées et qui sera beaucoup critiqué. Amorim est vu comme un phénomène de mode, un coach sans expérience qui surfe sur un momentum, un benfiquistas assumé, qui représente donc un échec plus que prévisible, un investissement incompréhensible qui agace les supporters. Pour ses débuts, il ne réussit pas vraiment à remonter la pente, son équipe perd la 3e place suite à ses premières défaites contre Benfica et Porto, mais la direction garde sa confiance. Ses débuts au Sporting se sont faits sans supporters, avec un effectif qu'il n'a pas construit, mais pourtant il réussira à transmettre ses idées et améliorer la situation dans un petit laps de temps. Les résultats
résultats, bien que pas parfaits, sont plutôt bons, mais c'est surtout le football proposé qui va petit à petit convaincre les plus réfractaires. La suite, tu la connais. Pour sa première saison pleine en tant que coach professionnel, il finit champion du Portugal. Pendant 3 ans, il va mener le Sporting au sommet en réduisant l'écart avec Porto et Benfica. Il va remporter des titres, faire des parcours européens qui écriront l'histoire, et surtout, il va faire éclore de nombreux noms qui sont aujourd'hui sur le toit de l'Europe. En 3 ans, le Ruben a dominé sa nation, et la touche finale va arriver en cette fin de mois, puisqu'une victoire offrira le titre à un Sporting qui a littéralement oblitéré tous les obstacles qui se sont présentés sur sa route. Porto est le dernier rempart à la domination totale d'Amorim, une forteresse qui est tombée une première fois il y a peu, et les 2 dernières rencontres importantes, que ce soit un match du titre en championnat ou une finale en coupe, vont permettre au Portugais de finir son aventure dans son pays sur la meilleure des notes. Le Sporting est au sommet, et si on pourrait mettre en évidence les problèmes de mercato du Porto de Conceição, les choix de joueurs absolument stupides du Benfica de Schmidt, j'ai plutôt envie d'appuyer sur les immenses travaux d'Amorim et de la direction. Outre sa gestion excellente durant toute la saison, c'est la nouvelle stratégie mercato liée aux arrivées de Gyökeres, Hjulmand et Fresleda qui a permis de renforcer grandement l'effectif pour atteindre les objectifs. Grâce à la direction, tout a été mis en place pour que la saison soit grande, et elle l'a été, au point que selon moi, et pas mal d'observateurs du club, on se dirige enfin vers la prochaine étape de sa carrière, le top 5. Si Liverpool est venu au renseignement, c'est bien parce qu'ils ont compris qu'Amorim était sur le marché, mais aussi parce qu'il correspond parfaitement à l'image qu'on se ferait d'un successeur de Klopp. Tactiquement, il est évidemment différent de l'Allemand avec son 3-4-3 iconique qui lui permet de rouler sur le Portugal, ligne défensive haute, pressing, combinaison, exploitation de la largeur via les pistons surresponsabilisés. Il aime profiter de la créativité de ses joueurs qui attaquent les espaces pour dominer ses adversaires et créer une multitude d'occasions. Avec des centraux capables de porter le ballon, un excellent passeur comme Ignacio, il aime construire ses actions par une progression courte afin d'attirer le pressing, notamment les joueurs centraux, avant de changer complètement le jeu. Les milieux sont donc très souvent des joueurs capables de faire de bons choix sous pression et leur rôle diffère. L'un est un destructeur, ainsi qui doit combler les trous lorsque l'équipe adverse récupère le ballon et donc avoir une zone d'action très large. L'autre milieu doit lui servir de relais, être capable de sentir le jeu pour soit se proposer, soit attaquer la surface adverse, notamment lorsque l'ailier droit a le ballon. Très souvent, les deux offensifs qui viennent aider le buteur sont soit des profils de milieu offensifs comme Gonçalves, Edwards, les créateurs balles au pied, ou bien des avaleurs d'espace, des ailiers capables de percuter comme Jenny Katamo. En profitant des espaces, des décalages créés par les pistons, ils sont ceux qui profitent de la plus grande liberté sur ce terrain. Et tu sens que leur rôle peut varier selon l'adversaire, mais dans tous les cas, leur objectif principal est d'apporter le danger et d'essayer de trouver le buteur pour qu'il finisse. Le poste de neuf est celui qui a vu le plus de profils différents et il dépend donc du joueur qui l'occupe. Mais avec Gyökeres, on a vu ce que ça donnait avec un profil complet, capable d'attaquer la profondeur, de jouer en pivot, ou bien de se créer lui-même ses occasions. Tactiquement, je ne trouve pas que ce soit révolutionnaire, mais c'est la flexibilité, la capacité à être tout le temps dangereux qui rend cette équipe compliquée à affronter et qui explique pourquoi les équipes qui ont pu vraiment menacer Amorim sur la durée se comptent sur le doigt d'une main. Aspirer l'adversaire, exploiter les espaces et la profondeur, être très agressif après une perte de balle, contre-attaquer pour exploiter les espaces laissés libres par la perte de balle de l'adversaire, créer des patterns de jeu qui permettent aux attaquants de s'exprimer, tout ça en comptant sur le talent individuel de ses joueurs. C'est la recette tactique d'Amorim et il complète tout cela par pas mal de points importants. Déjà, sa communication toujours soignée, et notamment au vu des différents contextes qu'il a connus. Pour un jeune coach benfiquiste, réussir à éteindre le feu en aussi peu de temps dans un tel club est une anomalie. Mais que ce soit à sa nomination ou après une défaite humiliante contre un Manchester City qui n'est pas tombé dans le piège, il n'a jamais raté ses exercices. En tout cas de ce que j'ai vu, parce qu'aucun compte Twitter portugais ne traduit ses conférences de presse, et c'est bien dommage. Tu sens son expérience de joueur dans ses prises de parole. Ça lui permet de parfaitement comprendre l'environnement médiatique et d'éviter les sorties de piste habituelles dans un pays où l'arbitrage par exemple est un débat sans fin, et dans un club où la pression des supporters est connue. J'ai parlé de la flexibilité tactique, mais il y en a aussi dans sa gestion des joueurs. Dans un club qui chaque année vend ses meilleurs talents, il a toujours réussi à trouver une solution pour rendre son équipe compétitive au minimum. Et c'est une réussite à mettre à son crédit, tout autant qu'à la direction, qui à l'exception de la saison dernière lui a toujours offert de sacrés joueurs pour mettre en place ses idées. S'il a besoin de profils spéciaux, ce n'est pas seulement pour être performant, c'est aussi pour les mettre en valeur. Et c'est un domaine où il a particulièrement excellé. Que ce soit avec les jeunes du centre ou les joueurs achetés, il a toujours su leur permettre de passer un cap, ou bien simplement de briller un maximum dans son schéma. Nuno Mendes, João Palhinha et tant d'autres n'ont été que les premières pierres. Chaque année, il permet à des joueurs de se révéler, et cette année, il nous a permis de découvrir des Gyökeres, Hjulmand, Quaresma et surtout Jenny Katamo, qui vont permettre, en plus d'obtenir des résultats sportifs, une sacrée plus-value sur l'investissement d'origine, que ce soit via le marché des transferts ou la formation. C'est un domaine important dans le football, et notamment au Portugal où les clubs sont dépendants des ventes. Amorim a permis à de nombreux
nombreux joueurs d'éclore, et aujourd'hui, en plus d'avoir renfloué les caisses, ils sont en train de faire de sacrées carrières. Et j'aimerais vraiment que du crédit lui soit accordé. Même un échec comme Abdul Fattah Issahakou reconnaît l'importance d'Amorim dans sa carrière. Chaque joueur qui passe sous sa main grandit, et c'est ce qui fait de lui un grand coach à en devenir. Cette capacité à accompagner les jeunes talents vient aussi avec des demandes envers le joueur. Amorim est plutôt intransigeant dans cela. Outre le poids de forme et autres demandes logiques, il veut un investissement dans son projet qui est irréprochable, et ça explique pourquoi malgré son immense talent, malgré l'investissement fait dans sa signature, un joueur comme Gonçalo Esteves n'a que très peu joué sous Amorim. Entre les McDo et les soirées, il a perdu la confiance de son coach, et le Portugais n'a pas hésité à s'en séparer comme il l'a fait avec Abdul. Il n'est pas un simple entraîneur, il est un manager, un homme de projet et surtout un coach avec une vision et une personnalité qui mérite le respect. Sa réussite au Sporting est impressionnante, il a pris un club en crise économique, en crise d'image puisque frappé par une attaque de ses supporters, aucun joueur ne portait le club depuis le départ de Fernandez et il a permis à cette équipe de rejoindre voire même de dominer le trio de tête du Portugal. Un trio où le Sporting était souvent vu comme le plus petit au vu des deux institutions plus grandes, plus riches, plus stables, mais qui n'aura à aucun moment effrayé Amorim dans sa quête du sommet. Avec des joueurs rejetés comme Palhinha, des jeunes promesses comme Mendes, des anciens en perdition comme Coates, il a créé une dynamique qui les a portés au sommet de sa nation et a conquis des supporters qui ne croyaient pas en lui. Tout ça grâce à son travail, sa volonté et les espoirs d'un dirigeant qui n'a semble-t-il jamais douté de lui, au point d'en faire le troisième coach le plus cher de l'histoire à l'époque. L'histoire est belle, le chapitre est magnifique et il va se terminer dans les prochaines semaines avec un second titre de champion du Portugal et peut-être une coupe démontrant une domination totale sur le plan national. Un chapitre se ferme donc et pour beaucoup de clubs, c'est l'occasion de tenter de récupérer l'un des top coachs des prochaines années pour bâtir une nouvelle dynastie ailleurs. Ses options sont nombreuses et lui sait qu'il faudra plusieurs éléments afin de le convaincre. Déjà, il lui faudra les moyens, puisque soit l'effectif colle à ses idées, soit le mercato sera orienté pour y coller. On l'a vu précédemment, chaque poste demande un profil spécifique et peu d'équipes correspondent à ces demandes. Pour créer cet effectif, il faut qu'il soit en harmonie avec le directeur sportif, que leur intérêt soit aligné et donc que la relation soit bonne dans les deux sens. Et surtout, selon moi, le plus important sera d'avoir du temps. J'ai bien saucé le portugais, mais je sais aussi garder la tête froide. Son jeu est beau, il est flamboyant lorsque bien appliqué, mais il reste des points faibles que les grandes équipes peuvent exploiter. Porto par exemple a toujours su s'imposer avant que Pep ne devienne fou et gifle un joueur du Sporting, mais même dans ce match à 10, les joueurs de Porto ont su trouver des failles notamment sur contre via des exploits techniques individuels, gâchés par Mehdi Taremi. Le Sporting d'Amorim n'a jamais fait de vrais parcours européens impressionnants et c'est aussi une donnée à prendre en compte quand on dit que Ruben est prêt pour le grand saut. Si mentalement je n'ai aucun doute qu'il l'est, je pense que tactiquement il va lui falloir une année d'apprentissage avant de pouvoir rétablir sa domination dans un autre championnat. Une année où il va évidemment réussir via sa formule, mais où je sens que notamment en première ligue, les grosses équipes sauront exploiter ses petites erreurs, comme ils le font avec Postecoglou. Et je pense que cette année d'adaptation va lui permettre d'atteindre ce rang. En soi, ça explique pourquoi Liverpool, un club qui a reconnu Amorim comme un candidat très clair à la sélection, n'est pour l'instant pas allé plus loin, puisque cette année d'adaptation ne leur permettrait pas d'être un concurrent au titre sur la durée. En tout cas, selon moi. L'optimal donc, en plus de trouver un club capable de lui offrir les outils, serait que cette équipe lui offre aussi du temps et de la compréhension, ce qui réduit un peu le champ des possibles idéal. Si on me demande, parce que évidemment j'ai un avis comme tout le monde, je pense que Brighton, West Ham, Dortmund, Milan et l'OM seraient parfaits pour lui, pour être l'étape intermédiaire sur 2-3 ans dont il aurait besoin avant de se plonger dans le grand bain, avec les top clubs d'Europe comme Liverpool. Tout cela c'est ce que je pense, mais malgré tout dans ma tête il y a une petite voix qui me dit qu'il est prêt, que je le sous-estime et que cette année d'adaptation ne serait pas aussi impactante que je ne l'envisage. Il est un coach ambitieux, déterminé, très professionnel et sa quête du contrôle est tellement importante qu'il a refusé d'intégrer son club de cœur pour Braga. Cette petite voix, je me devais de vous la partager pour terminer cette vidéo et pour donner une réponse à tous ceux qui se demandent si Liverpool est une destination logique pour lui. Eux se sont tournés vers Arne Slot, mais en soi, l'idée n'était pas bête. Bon, là je vois déjà les idiots dans les commentaires qui vont rigoler, se moquer de moi parce que j'ai mis l'OM, donc merci d'avance à vous de participer au référencement de cette vidéo, qui je l'espère vous a permis de mieux comprendre le sujet et d'ouvrir les yeux sur ce génie portugais qu'est Amorim. De tous les coachs qu'il a affrontés, de toutes les équipes qu'il a affrontées, le Porto de Conceição est la seule qui n'avait jamais baissé la tête avant cette première défaite. Mais si le dragon est touché, il va maintenant falloir l'abattre une bonne fois pour toutes, pour qu'Amorim puisse vraiment dire qu'il a mis le Portugal à ses genoux, comme Mourinho l'avait fait avant lui. D'ailleurs, si tactiquement les deux hommes n'ont rien en commun, c'est plus dans la gestion, dans le charisme, la poigne de fer et la capacité à tirer le maximum de chaque joueur qui unissent ces deux entraîneurs. Et si le Special One semble être sur la fin de sa carrière, une nouvelle étoile portugaise est sur le point de naître. Après ce match nul exceptionnel, la dernière rencontre entre les deux rivaux se fera durant la finale de la seule coupe qu'Amorim n'a pas gagnée, de mémoire, et plus qu'un signe de la vie, c'est l'occasion de définitivement s'asseoir sur le trône.